Alors sur les accords d'Oslo, j'ai un petit peu eu la chance de rencontrer des Palestiniens qui ont participé aux discussions, pas forcément à celle d'Oslo, mais à celle qui avait précédé au moment de la conférence de Madrid. Il faut comprendre que ces négociations ne se sont jamais faites sur le droit international ou sur la question de l'égalité des droits ou de l'égale dignité. Elles ne se sont jamais faites non plus sur la question de la création d'un État palestinien. En fait, il y avait déjà un malentendu sur la façon de discuter. Un négociateur palestinien me disait, nous, quand on discute comme des orientaux, on essaie d'établir un climat de confiance, une fois qu'il y a le climat de confiance, là on signe. Avec les Israéliens, on n'y arrivait pas. Parce que, évidemment, signer, ça voulait dire pour eux accepter la création d'un État palestinien, et ça ne voulait pas. Donc en fait, quand on regarde les premières négociations, on arrive à des signatures communes sur l'ordre d'ouverture du checkpoint ou des choses comme ça, sur des détails, mais absolument jamais sur l'essentiel. Il y avait aussi du côté des Israéliens, ceux qui négociaient, c'est ceux qui vont après faire entre guillemets gauche, tant qu'il y en a une, du Parti travailliste, donc le Meretz, et ce sont souvent la bourgeoisie ashkénaze, donc les juifs d'Europe centrale, et en gros leur discours c'était nous avons des droits indiscutables sur cette terre, mais nous voyons bien que vous les Palestiniens vous avez des problèmes, on va voir si on peut faire quelque chose pour vous. Donc ça n'a jamais été une négociation sur l'égale dignité ou sur l'égalité tout court. Et puis Arafat avait dans l'idée, et il a souvent répété, de signer la paix des braves et la paix contre les territoires. Alors que chez les Israéliens, c'était une obsession que les Palestiniens assurent notre sécurité. Donc en fait, quand on regarde ce qui va être signé au niveau de la création de l'autorité palestinienne et des accords d'Oslo, ce sont essentiellement des textes sur la sécurité de l'occupant, et absolument pas sur la sécurité ou sur les droits de l'occupé. Il y a encore une autre chose, c'est que déjà à l'époque, il y a 200 000 Israéliens qui vivent au-delà de la ligne verte, la frontière internationalement reconnue. Aujourd'hui, il y en a plus de 600 000. Mais donc, évidemment, créer un État palestinien sur la base des frontières de 67, ça voulait dire quelque part ou que ces Israéliens acceptaient de devenir citoyens palestiniens, ou qu'ils s'en iraient. De ça, il n'en a été absolument jamais question, à aucun moment des négociations. Et donc, en fait, ce qui vraiment est signé, et c'est à double tranchant, c'est la création de l'autorité palestinienne. Parce que cette autorité palestinienne, la première conséquence qu'elle a, c'est qu'elle fait disparaître l'OLP. En tout cas, elle la met en sommeil. L'OLP avait une légitimité qui était qu'elle représentait l'entièreté de la Palestine fragmentée. Elle représentait aussi bien les Palestiniens de Jérusalem-Est, les Palestiniens des territoires occupés, même un petit peu, parce qu'il y en a qui venaient des Palestiniens d'Israël. Elle représentait l'ensemble des Palestiniens des camps de réfugiés de Jordanie, du Liban ou de Syrie, et même la diaspora palestinienne jusqu'en Amérique latine et tout. Donc cette OLP, elle est complètement en sommeil, elle est remplacée par une autorité palestinienne qui, au mieux, représente la Cisjordanie et Gaza, puisque d'entrée, les Israéliens ont dit que Jérusalem, il était hors de question de toucher, qu'à la limite, quelques quartiers du Grand Jérusalem, comme Abu Dis et tout, on les donnerait, mais que le reste resterait israélien. Et en même temps, on a créé avec l'autorité quelque chose de très pernicieux, parce que l'économie palestinienne avait été détruite après la première intifada par le licenciement des travailleurs palestiniens. Ces travailleurs restent la plupart du temps dans l'impossibilité de travailler. Par contre, l'autorité va recevoir de l'argent de l'étranger dans un pays où il n'y a pas d'économie et va être chargée de le redistribuer. Autrement dit, le clanisme et la corruption dont seront accusés plus tard les dirigeants de l'autorité palestinienne, ça faisait partie intrinsèquement des accords d'Oslo. Je signale, puisque je rentre de Gaza, que le Hamas, dont le pouvoir quelque part à Gaza est aussi malgré lui issu des accords d'Oslo, se trouve dans ce même genre de contradiction. C'est-à-dire qu'il reçoit de l'argent de l'étranger, et donc évidemment, la redistribution est forcément corrompue et forcément clanique. En même temps, dans le malentendu d'Oslo, quand on regarde la poignée de main qu'il y a, l'OLP reconnaît l'État d'Israël dans ses frontières de 1949, mais Israël ne reconnaît pas l'État palestinien. Israël reconnaît l'OLP comme représentant du peuple palestinien, ce qui n'est pas du tout la même chose, et il n'y a strictement aucune mention dans les accords d'Oslo de la ligne verte, qui était la frontière internationalement reconnue. Pour toutes celles ou ceux qui ont voyagé là-bas, la première question que vous avez quand vous arrivez
sur place, c'est où est la frontière, parce que s'il y a bien quelque chose qui a totalement disparu, c'est cette frontière. Moi, j'ai fait un voyage touristique, même familial un petit peu, et en Israël et en Palestine, 6 mois après les accords d'Oslo. Vous pouvez s'y déplacer librement. C'est vrai qu'il y avait à l'époque un petit espoir, une petite euphorie. Vous voyez, on rentrait dans Jéricho, on voyait des drapeaux palestiniens, des effigies, des porte-clés, tout ce qu'on veut. Mais enfin, franchement, cette petite enclave de Gaza et cette petite enclave de Jéricho, il fallait avoir un optimisme sacrément chevillé pour penser que ça allait être l'embryon d'un futur État palestinien, et il est clair que ça n'a pas été. Alors ça n'a pas été, il y a déjà tout de suite, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, une forte opposition aux accords des deux côtés, mais qui n'est pas de même nature. L'opposition en Palestine est une opposition politique, mais non violente. C'est l'opposition, le FPLP, qui n'a pas changé d'avis. Le FPLP a gardé donc le Front populaire de libération de la Palestine, qui est le troisième parti palestinien. Il a gardé la position historique de l'OLP, qui est un seul État laïque et démocratique en Palestine. Il y a une opposition, donc je l'ai dit, d'intellectuels comme Edouard Saïd. Il y a une protestation très importante qui va venir des camps de réfugiés. Parce qu'il faut comprendre que aujourd'hui, si je prends les statistiques actuelles, 4,5 millions de Palestiniens ont la carte de réfugié du DRA. Une petite moitié habite en Palestine, Cisjordanie ou Gaza, donc elle était concernée par la question de la création d'un État palestinien. Mais il y a 59 camps en tout, la moitié des camps sont en Jordanie, en Syrie ou au Liban. Ceux-là, là, il y aura des protestations très, très importantes qui vont venir des camps de réfugiés, parce que ceux-là, évidemment, sont exclus des accords. La population jérusalemnaise voit très vite qu'elle est également exclue des accords, parce que même la Maison d'Orient, qui était symboliquement le lieu qui représentait les Palestiniens de Jérusalem-Est, avait été fermée quelques années avant les accords d'Oslo, elle ne va pas être réouverte. Et puis, il y a une autre opposition qui naît, qui est celle du Hamas. Alors, souvent on dit cette guerre est une guerre religieuse. Non. Bien comprendre que l'irruption de la religion dans le conflit israélo-palestinien est très récente. Le conflit israélo-palestinien remonte à 1900 avec l'arrivée des premiers commissionnistes, et l'irruption du courant national religieux israélien, c'est 1967. Le Hamas et le Hezbollah, c'est la fin des années 70, début des années 80. Mais le Hamas, dont la montée avait été vue avec sympathie au début par Israël comme contrepoids à l'OLP, très rapidement va signifier son opposition aux accords et va commencer un certain nombre d'attentats. En Israël, il y a une opposition très très forte qui vient évidemment des colons, mais les colons ne sont pas très populaires à l'époque, mais il y a toute la coalition qui a été faite autour du Likoud, du parti de Begin puis de Shamir, donc qui regroupe toute la droite israélienne, les colons et le courant national religieux, et eux, ils sont décidés, coûte que coûte, à faire capoter le processus, et ils représentent en gros la moitié de l'opinion publique israélienne dès cette époque. Alors, comment les choses vont très très rapidement être détruites? Le 25 février 1994, donc on est 3-4 mois après les accords d'Oslo, un colon juif américain du parti fasciste CAR, donc qui s'appelait Baruch Goldstein, massacre 29 Palestiniens dans le caveau des patriarches à Hébron. Il en blesse plus d'une centaine. La réaction de Rabin aurait dû être d'en profiter pour virer cet homme fou furieux d'intégriste qui était dans le centre d'Hébron, et la décision qu'il prend est exactement le contraire. Il envoie 2000 soldats pour protéger les colons. Et pour celles et ceux qui ont été à Hébron, c'est le scandale absolu quand on va là-bas. 20 ans après, il y a toujours les 2000 soldats qui protègent quelques centaines de fous furieux fascistes. Ces fous furieux qui déversent leurs ordures tous les jours sur le souk palestinien, qui l'ont complètement ruiné, qui caillassent les enfants palestiniens qui vont à l'école, et donc ils sont protégés depuis plus de 20 ans par une armée que Rabin avait envoyée. Il faut savoir que entre les accords d'Oslo et l'assassinat de Rabin, il s'écoule un petit peu plus de 2 ans. Yitzhak Rabin va installer plus de 60 000 colons. C'est-à-dire que lui aussi a très largement participé à la colonisation. Il devait y avoir dans les accords d'Oslo des libérations en masse. Or, ces libérations vont avoir lieu absolument au compte-gouttes et elles ne vont pas concerner les principaux prisonniers politiques qu'il y a à l'époque. La question des prisons est centrale en Palestine. À l'heure d'aujourd'hui,
depuis 1967, plus de 700 000 Palestiniens ont connu un jour la prison. Donc c'est une question absolument centrale qui touche toutes les familles. Et là encore, les accords d'Oslo qui auraient dû aboutir à une libération rapide des prisonniers politiques, ça ne se fait pas. Alors on peut se poser la question, pourquoi Rabin a pris toutes ces décisions? Parce qu'à l'évidence, il voulait concéder le minimum possible, parce qu'à l'évidence pour lui, l'État palestinien qu'il imaginait, c'était quelques bantoustans isolés, mais c'était certainement pas un État palestinien sur les 22% de la Palestine historique, parce qu'à l'évidence, jouer la concurrence du Hamas contre le Fatah, il était prêt à faire ça parce que ça affaiblissait la Palestine et parce que ça pouvait faire qu'il demanderait mieux. Donc toutes ces choses-là étaient dans l'air du temps. Et l'échec définitif du processus d'Oslo, il est signé du vivant de Rabin, puisque 2 mois avant sa mort, Rabin signe avec Arafat les accords de Taba, qui divisent la Palestine en 3 zones, zone A, zone B, zone C, c'est toujours à l'œuvre ça. La zone C qui couvre la majeure partie du territoire de la Cisjordanie, mais des territoires souvent désertiques, mais en tout cas la vallée du Jourdain et tous les blocs de colonies, est virtuellement annexée, puisque dans les accords signés à cette époque-là, donc on est en 1995, c'est l'État d'Israël qui assure la totalité du gouvernement et de la sécurité dans la zone C. Donc de fait, dès 1995, cette zone-là est annexée. La zone A, c'est l'endroit où, selon ce que dira après Ariel Sharon, on ne peut pas aller parce qu'il y a trop d'Arabes. Donc c'est là où il y a toutes les concentrations urbaines des grandes villes palestiniennes. Là, on le laisse à l'autorité palestinienne. Mais dès cette époque-là, l'encerclement des villes palestiniennes par les colonies est en voie. Et aujourd'hui, si vous y allez, toutes les grandes villes palestiniennes sont encerclées par les colonies. Et la zone B, c'est théoriquement une autorité mixte, mais comme en fait, on le verra par la suite, les troupes israéliennes interviennent où elles veulent et quand elles veulent, on peut dire que l'idée d'un État palestinien était totalement morte à Taba. Alors il y aurait pu y avoir, avec l'assassinat de Rabin, une émotion qui aurait pu changer le cours des choses. Pas du tout. Alors il faut là-dessus parler d'un personnage sinistre qui s'appelle Shimon Peres. En Israël, il y a quelques blagues sur lui qu'il aurait déjà triché pour se faire élire délégué de classe quand il avait 12 ans, mais c'est un personnage absolument pitoyable. Et alors qu'il y a une trêve, le Hamas a déclaré la trêve, Peres va demander au Shin Bet d'aller assassiner Yahya Ayash, qu'on appelle l'artificier du Hamas. Donc immédiatement après cet assassinat, il y aura d'ailleurs des dommages collatéraux, il n'y aura qu'un mort autour de Yahya Ayash, il y a une manifestation de 100 000 personnes à Gaza et les attentats qui reprennent. Et vis-à-vis du Liban aussi, où il y avait à peu près le calme et tout, Shimon Peres envoie son aviation sur les villages de Cana. Il y a 106 morts, y compris des gens qui s'étaient réfugiés dans les locaux de l'ONU, ce serait un autre débat sur l'ONU, et évidemment, immédiatement, la tension reprend au Liban. Donc on peut dire que Shimon Peres a mis à peu près tout ce qu'il fallait pour que le conflit reprenne, et y compris quand il convoque des élections début 1996, il dit qu'il ne signera aucun accord sans un large assentiment par référendum. Donc il perd évidemment définitivement tout soutien de la part des Palestiniens d'Israël, qui pouvaient encore faire pencher la majorité de son côté, et il est battu aux élections. On va dire qu'en Israël comme en France, les électeurs ont préféré l'original à la copie, et en juin 1996, c'est Netanyahou qui est élu contre Shimon Peres. Donc là, on a vraiment la droite OAS qui arrive au pouvoir en Israël, et donc on peut dire que le processus est mort. Le processus est mort, mais là, la communauté internationale porte une très large responsabilité, c'est-à-dire qu'elle va faire semblant, et elle fait semblant donc depuis 20 ans, de dire qu'il y a toujours un processus de paix, alors que toutes les négociations que les États-Unis notamment, mais l'Occident, l'ONU, le quartet, la feuille de route, Annapolis, et tous ces trucs-là, ça va être à chaque fois des exigences que les Palestiniens capitulent sur leurs revendications essentielles. En gros, le message, c'est si vous abandonnez, si vous laissez les blocs de colonies israéliens, si vous abandonnez vos revendications sur Jérusalem, si vous abandonnez le droit au retour des réfugiés, on peut signer. Donc soyez sérieux. Et il y aura donc une exigence de capitulation qui continue. Si vous écoutez le discours honteux que Hollande a fait dans son dernier voyage en Israël, c'est toujours la même chose, quoi. Si vous abandonnez le droit au retour des réfugiés, Jérusalem, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'État palestinien, on peut tout faire. Il y aura un court entracte dans cette destruction de toute idée de processus de paix, avec un court retour des travaillistes au pouvoir, et c'est encore avec quelqu'un d'encore pire que Shimon Peres,
c'est avec Ehud Barak. Et là, il faut lire carrément dans le texte Charles Anderlin. Charles Anderlin, dans Le Rêve brisé, qui raconte presque jour par jour les négociations de tabac et Camp David, et donc où on voit bien que ce qui a été demandé à Arafat, c'est de capituler, et où, quand in fine Arafat dit qu'il ne va pas signer, il est quasiment pris au collet par Bill Clinton, qui lui dit « Tu signes, sinon tu es un homme mort, puis nous te ferons porter la responsabilité d'échec ». Les deux se sont passés, il a été un homme mort et on lui a fait subir la responsabilité d'échec. Et Barak aura cette phrase qui a fait mouche dans l'opinion publique israélienne, « Nous n'avons pas de partenaire pour la paix ». Et donc toute l'opinion israélienne, on est évidemment aujourd'hui convaincu. La phrase exacte, c'est que si jamais nous avons un partenaire pour la paix, nous le tuerons pour ne pas en avoir. Ce serait plutôt ça qu'il faudrait dire. En tout cas, donc, on peut dire qu'après l'échec de 2002, de 2001, il y a eu la provocation sur l'esplanade des mosquées d'Ariel Sharon, provocation très calculée, provocation qui était véritablement un outil pour venir au pouvoir, que Ariel Sharon, dans la campagne électorale qui va l'amener au gouvernement, il a comme mot d'ordre « Nous allons terminer la guerre de 48 ». Il explique bien que les tanks israéliens et la dernière charrue israélienne iront jusqu'au dernier endroit où il y a trop d'Arabes, on ne peut plus y aller. Donc la situation actuelle de bantoustalisation de la Palestine, elle est totalement préméditée et exécutée par Ariel Sharon dès son arrivée au pouvoir. Il y a des choses totalement honteuses dans la presse aujourd'hui de qualifier cet homme qui est un grand criminel de guerre, d'homme de paix, sur son retrait de Gaza. Là, je vais reprendre un peu les paroles de Michel Barchavski, que vous connaissez bien à Strasbourg, et qui a préfacé mon livre. Michel disait que c'était quand même un type génial, Sharon, que c'est à la différence d'autres qui étaient des soudards, lui c'était un soudard, mais c'était aussi quelqu'un qui a pensé, et il a véritablement pensé, réalisé et exécuté la destruction de la Palestine, le trait de génie étant l'évacuation de Gaza. C'est-à-dire que Sharon avait à l'époque comme idée que si on maintient Gaza, dans quelques mois, les Palestiniens allaient être majoritaires entre Méditerranée et Jourdain. Si on sortait Gaza de la Palestine, alors les Juifs israéliens seront majoritaires pour encore assez longtemps. Et donc ce retrait de Gaza, d'abord il a provoqué, il est directement responsable de la désunion palestinienne, et finalement du fait que cette Palestine n'a pas d'État, mais a deux gouvernements nouveaux. Mais en même temps, c'était bien dans l'idée que démographiquement, on isolait les parties les unes des autres, on fragmentait la Palestine au maximum, Gaza étant un élément fondamental de cette fragmentation, et ça a évité aux Israéliens de se retrouver minoritaires. Alors, où on en est aujourd'hui, il y a d'ailleurs qu'à Gaza, la situation mauvaise du Hamas, j'étais à Gaza, il y a une très très grande impopularité des deux gouvernements. La population de Gaza dit c'est une honte, ils pensent à leurs propres intérêts, cette désunion est une victoire de l'occupant et elle est insupportable. Et la désunion et le fait que le Hamas soit confronté à Gaza aux mêmes contradictions que l'autorité palestinienne à Ramallah, c'est-à-dire finalement d'assumer une situation qui est inassumable, qui est une situation de société détruite, c'est une conséquence aussi directe des accords d'Oslo. Alors pour conclure, j'ai volontairement pris l'aspect historique. Je ne peux pas prévoir l'avenir, mais ce que je peux dire, c'est qu'on est de toute façon rentré dans une période qui n'a plus rien à voir avec le compromis qui avait été imaginé dans Oslo. C'est-à-dire l'idée d'un État palestinien sur 22% de la Palestine historique, elle a été détruite, et elle a été détruite par les dirigeants sionistes, volontairement. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se sont mis dans une situation de détruire leur projet historique, qui était un État juif ethniquement pur. Et je reprendrai des paroles d'un anticolonialiste israélien que vous devez bien connaître, qui est Eyal Sival, le cinéaste, et qui disait « On est entré de fait dans une lutte pour l'égalité des droits et contre l'apartheid sur un territoire unique qui va de la Méditerranée au Jourdain. » Le projet historique du sionisme, qui est le transfert, je ne le crois plus possible, parce que expulser 6 millions de personnes, je ne le vois pas. Les Palestiniens ne partiront pas, ils partiront en tout petit nombre, mais ils ont appris de ce qui est arrivé à leurs parents, leurs grands-parents, à ne pas partir même sous les gravats. À Gaza, ils ont reconstruit sur les gravats, mais très peu sont partis. Donc on se trouve dans une situation d'impasse, c'est l'impasse complète pour les Palestiniens. Il n'y a aucun projet politique, ni celui du Fatah, ni celui du Hamas, qui sont réalistes.
Bon, celui d'un État unique, on pourrait peut-être le souhaiter, mais on voit bien qu'actuellement, dans l'état de la société israélienne, c'est l'utopie, mais en même temps, le projet sioniste est devenu totalement utopique. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas réaliser l'État juif ethniquement pur, ils sont rentrés à l'insu de leur plein gré dans une logique d'apartheid. Alors, dans quelle situation on est? Il y a eu en 2005 l'appel de 172 associations de la société civile palestinienne. Donc cet appel, il est sur 3 revendications qui sont l'égalité des droits pour les Palestiniens en Israël, le refus de l'occupation, de la colonisation, la libération des prisonniers et le démantèlement des murs, et le 3e point, c'est le droit au retour des réfugiés. C'est sur cette base-là qu'a été lancé l'appel international au boycott des investissements sanctions. Il y a eu en novembre 2011 un acte symbolique très important, c'est que le tribunal Russell pour la Palestine, fondé en partie à l'initiative de Stéphane Hessel, mais pas que lui, a estimé a jugé donc avec très longue délibération et de très nombreux arguments que l'État d'Israël était coupable du crime d'apartheid. Donc voilà, je dirais, on n'est plus du tout dans la période d'Oslo, faites totalement une croix sur l'idée que ce compromis à l'époque pouvait avoir un sens. On est rentré dans une lutte anti-apartheid sur un espace